Alors, mon but, c'est pas de vous dire ce que c'est que le harcèlement, parce que je pense que vous le savez déjà. Je vais vous donner juste très rapidement des chiffres du harcèlement, mais c'est pareil, je pense que vous les connaissez déjà. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière le harcèlement? Qu'est-ce que la science, la psychologie, qui est une science, notamment la psychologie sociale, c'est-à-dire la psychologie sociale. En gros, il y a la psychologie, il y a plein de petites branches. Et la psychologie sociale, c'est en quoi les autres autour de nous vont influencer notre manière de penser, même si ces autres n'existent pas. Et ça explique plein de choses, notamment sur les comportements en ligne, ou dans les classes, ou en cours, etc. Et voilà. Et il y a 2-3 choses qu'on a réussi à comprendre sur comment fonctionnent les gens en groupe qui peuvent expliquer le harcèlement. Et c'est ce qu'on va voir. OK? Alors, très rapidement, d'où vient le harcèlement? Donc ça, c'est 2-3 chiffres que vous avez peut-être déjà vus. Mais donc, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement, dans la moitié de harcèlement grave, soit 5 à 6% des élèves. Donc, c'est heureusement pas la majorité, mais ça peut être très dommageable pour les personnes qui sont victimes de harcèlement, ce qu'on va voir, puisqu'il y a beaucoup de conséquences à court, moyen et long terme. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'on va voir en priorité aujourd'hui, puisque mon but, c'est d'expliquer les mécanismes derrière le harcèlement, plus que les conséquences du harcèlement, mais c'est quand même important de le rappeler, et de rappeler que si on fait ça, c'est aussi pour préserver la santé de certaines personnes. 55% des élèves harcelés sont touchés par la cyberviolence. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que généralement, une personne harcelée, entre guillemets en vrai, va être harcelée sur Internet. C'est souvent les mêmes personnes qui en sont victimes, ce qui est embêtant parce qu'en fait, ça rajoute de la douleur pour ces personnes, mais ça veut aussi dire que ces personnes-là ne peuvent pas avoir de sécurité sur Internet. C'est-à-dire qu'elles sont harcelées en classe, par exemple, et hop, elles rentrent chez elles, elles vont sur Internet, et le harcèlement continue. Bien sûr, les filles sont davantage exposées notamment au harcèlement sexuel, donc les messages non désirés sur Internet, les photos très compromettantes qu'on envoie sur Internet. C'est très peu des garçons qui les reçoivent. Je sais, je n'en ai jamais reçu, et pourtant je suis sur Internet depuis très longtemps. Par contre, je connais beaucoup d'amis ou de connaissances sur Internet qui en reçoivent tous les jours. Le harcèlement, c'est dans tout cas quelque chose de grave, et donc c'est normal que ce soit puni par la loi. Et c'est encore plus compliqué sur Internet. Mais en gros, vous avez très bien répondu. Donc ça, c'est ce que nous dit officiellement le gouvernement. Donc intimidation, insulte, moquerie, menace en ligne, propagation de rumeurs, piratage de comptes, usurpation d'identité digitale, création d'un sujet de discussion d'un groupe, d'une page sur un réseau social à l'encontre d'un camarade de classe, publication d'une photo, d'une vidéo de la victime en mauvaise posture, le sexting, contraction de sexe et texting, définies comme des images produites par les jeunes 17 ans ou moins, qui représentent d'autres jeunes et qui pourraient être utilisés dans le cadre de pornographie infantile. Ce que je trouve hyper intéressant avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses, les gens vont dire, mais ça, non, c'est pas du harcèlement. Ah non, c'est pas du harcèlement. Ah, la rumeur, c'est pour rire, c'est pas du harcèlement. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui sont victimes de harcèlement ne se rendent pas compte qu'ils sont victimes de harcèlement. Ils vont dire, non, moi, je suis pas harcelé, alors qu'elles se font insulter tous les jours, moquer tous les jours, en ligne, etc. Et paradoxalement, c'est parfois les personnes qui ne sont pas victimes de harcèlement qui ont plus conscience du harcèlement que subissent les autres. Beaucoup de gens vont avoir du mal à admettre qu'elles sont victimes. Déjà parce qu'on n'aime pas se positionner en tant que victime, donc on n'ose pas dire qu'on est... Voilà. Je pense que c'est une des raisons pourquoi les gens n'osent pas porter... Enfin, il y a plein de raisons pourquoi les gens n'osent pas porter plainte, ou en termes de harcèlement, en parler. Je pense qu'il y a la peur des conséquences. Si on sait, je vais être encore plus harcelé, mais il y a aussi le fait de ne pas vouloir paraître comme une victime, ou de ne pas admettre que ce qu'on vit, c'est répréhensible. Et c'est pour ça que une des actions, c'est d'en parler, de dire « n'ayez pas honte, n'ayez pas peur ». D'en parler, de dénoncer, il n'y a aucune honte à avoir. Première chose. Et maintenant, la grande question. Pourquoi les gens harcèlent d'autres personnes? Du coup, cette idée qui revient du fait que c'est des personnes anciennement harcelées qui deviennent harceleurs, c'est pas toujours vrai, c'est pas forcément vrai. La raison principale que la science dit, le statut social. Quand quelqu'un harcèle quelqu'un, il se met au-dessus. Il montre que c'est le chef. Désolé pour le micro. OK? Il montre qu'il est au-dessus. Et généralement, on dit que, par exemple, les harceleurs, c'est des gens qui ne savent pas trop communiquer, etc. Au contraire, c'est des gens qui savent très bien comment manipuler les gens. Ils savent comment harceler, il faut être intelligent pour harceler. Parce que ce n'est pas juste foutre des baffes, c'est manipuler, c'est piquer là où ça fait mal, etc. C'est des gens qui savent exactement comment fonctionnent les conventions sociales. Et le fait de harceler, c'est qu'on se met au sommet. Et on écrase les gens. Et c'est un moyen de montrer qu'on est le chef. Pourquoi est-ce que les gens ne bougent pas? Pourquoi est-ce que quand une personne harcèle une autre, on ne va pas se dire « mais t'es con, etc. » Celui qui harcèle, il se met au sommet de la pyramide sociale, il dit « c'est moi le chef ». Et bien les témoins, ils ont envie d'être à côté du chef.
Ils ont envie d'être au sommet de la pyramide sociale. Et donc, même s'ils désapprouvent du harcèlement, parce que personne ne va dire qu'il adore le harcèlement, ils vont rire avec le chef, avec celui qui harcèle, pour être au sommet de la pyramide sociale et écraser les autres. Oui. Bah, ils ne sont pas tant harceleurs que complices. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui font l'action de harcèlement, mais... Par exemple, s'ils voient quelqu'un qui part harceler et ils disent rien, Oui. ils deviennent harceleurs aussi. Ils deviennent complices du harcèlement. Et c'est ce que je vais vous faire comprendre en fait durant cette intervention, c'est qu'il y a 15% des gens qui sont soit harceleurs, soit harcelés, mais les 85 autres %, c'est des témoins, c'est des gens qui ne font rien. Et il y a un adage qui dit que voilà, c'est que les mauvaises choses n'arrivent pas parce que les méchants font des choses, mais parce que les gens bien ne font rien. Et là, c'est un peu la même chose. Et je ne sais pas si vous avez déjà été témoin de ça ou vous avez vu ça. Moi, quand j'étais au collège et tout, j'ai pu voir. Il y a beaucoup de gens qui vont rire. Et même si après, ils vont dire ça va, etc., durant la situation, ils vont rire avec le harceleur pour bien se faire voir de la personne qui est au sommet de la chaîne, au sommet de la pyramide sociale. Donc, la raison principale, je pense, à mon sens, et c'est ce que dit, c'est pas tant que la personne elle a souffert, etc., qu'elle répercute ça, c'est qu'elle veut montrer que c'est le chef. Elle veut avoir un statut social qui permet de montrer qu'elle est au sommet. De tous les films américains, on voit ça. Celui qui va harceler, c'est l'espèce de kéké plein de muscles. Voilà, c'est ceux qui veulent être au sommet de la hiérarchie sociale. Et ça, c'est important à comprendre. Parce que ça veut dire que si on lui montre que le fait d'harceler, c'est pas être au sommet de la hiérarchie sociale, il va arrêter de le faire. Si on arrête de rire, on dit mais t'es con ou quoi? Juste ça. Quand la personne harcèle, ça peut vraiment avoir un effet. Par exemple, il y a beaucoup de... Qu'est-ce qui va marcher mieux, par exemple, quand il y a un groupe de mecs et qu'il y en a un qui va siffler une fille de la rue, ce qui n'est pas bien. Bah, ce qui marche le mieux, c'est pas que la fille dise l'insulte, c'est que ses potes ils disent mais ça va pas de faire ça. Là, on lui montre qu'en faisant ça, t'es pas un chef, t'es pas au sommet de la hiérarchie sociale, t'es ridicule, et donc la personne va beaucoup moins se faire. Voilà. Le fait de savoir pourquoi le harceleur fait ça, c'est pour être perçu comme le chef, et pour ça, il faut écraser les gens. Ça nous donne des indices de qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus le cas. Selon vous, comment les harceleurs choisissent leurs victimes? Oui. Très classiquement, les personnes discriminées, c'est les personnes qui sont différentes. C'est pas compliqué. Donc si on fait des catégories, c'est pas compliqué. Une personne qui est handicapée va avoir plus de chances, quand je dis chance, c'est statistiquement, hein, de se faire harceler. Une personne obèse, alors, ça va aller, voilà. LGBT, donc homosexuel, trans, etc. Forcément, elle va être ostracisée aussi. Une personne qui, imaginons, à 12-13 ans, une personne a une poussée d'hormones et elle fait 40 cm de plus que les autres. J'ai connu une personne comme ça quand j'étais au collège et elle se faisait harceler. Parce qu'elle est différente. Donc, pas forcément petite, mais différente par rapport à la norme. Et point important, parce que si la personne est grande mais ne se laisse pas faire, en théorie, elle va moins se faire harceler. Par contre, si elle est anxieuse, si elle est déjà un peu introvertie, un peu timide, etc., alors là, ça va être une cible parfaite. Parfaite. Et en fait, c'est logique avec ce que j'ai dit avant, comme le harceleur va être un peu de chef, il va taper sur ce qui prend moins de risques, en fait. Et donc, il va prendre la personne qui, il le sait, va moins se défendre. Si la personne est ceinture noire de judo, il va avoir plus de mal à vouloir la harceler, par exemple. Mais par contre, une personne qui est naturellement timide, introvertie, là, forcément, il va y aller. Donc, il y a ce combo différence, qu'elle soit physique, qu'elle soit en termes de genre, de sexe, et de personnalité, un peu anxieuse, un peu timide, pas introvertie, voilà, un peu différente. Là, c'est le combo parfait pour être harcelé, malheureusement. C'est que, aussi, la personne peut-être qui a des meilleures notes, elle va être un peu plus introvertie. Naturellement, elle va plus travailler, elle va plus s'isoler, en fait. Et cette isolation, c'est un point très important. Si la personne est isolée, alors pourquoi si la personne est isolée, elle se fait harceler? Ben, on reste sur l'idée qu'en fait, le harceleur, il veut une victime facile. C'est là, en fait, un harceleur, c'est très très lâche. Hein. Il va prendre des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Pas celle qui est ceinture noire de judo et qui a 5 amis qui font du Krav Maga. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de Teddy Riner en cours sur le harcèlement? Et je vais vous expliquer juste après. Là, on va rentrer vraiment dans les théories de la psychologie. Maintenant, j'ai une question pour vous qui n'a rien à voir avec le harcèlement, mais vous allez voir le lien que je vais faire. Pourquoi Teddy Riner fait de la pub pour Ford? Si vous avez vu, il y a quelques années, Teddy Riner, donc, qui est l'un des judokas les plus puissants au monde, les plus forts au monde, fait de la pub pour Ford, oui. Mais en gros, pourquoi ça marche? Pourquoi est-ce que toi, si tu vois Teddy Riner à côté d'une Ford, tu as envie d'acheter la Ford? C'est le principe du marketing, hein, oui. Parce qu'on aime bien Teddy Riner. Ouais. Mais c'est bizarre parce que Teddy Riner, il est bon en judo.
C'est quoi ces compétences pour nous dire qu'une voiture est bonne ou pas? C'est rien. Et pourtant, le fait de l'avoir à côté d'une voiture, ça nous donne envie d'acheter la voiture. Ça, je vous introduis un des concepts les plus importants en psychologie sociale, et vous allez voir qu'en fait, vous pouvez retrouver dans tous les aspects de votre vie. C'est l'effet de halo. Un halo, ouais, c'est une sorte d'aura comme ça. Et ça, c'est un truc qui est plus important. En fait, la logique de l'effet de halo, c'est que si une personne est compétente dans un domaine, on va naturellement penser qu'elle est compétente dans d'autres domaines. L'effet de halo. C'est comme ça que fonctionnent toutes ces pubs. Teddy Riner va nous donner envie d'acheter une Ford parce qu'on se dit si Teddy Riner est fort en judo, c'est qu'il a aussi des compétences ailleurs. Effet de halo. Ok? Ça marche de partout. Ça marche de partout. Et ça marche de manière hyper perlace. C'est-à-dire que par exemple, naturellement, sachez-le, et c'est très injuste, mais on considère que les personnes grandes et belles sont plus compétentes. Et il y a plein d'études qui montrent que dans les recrutements, par exemple, on va privilégier des personnes qui sont un peu plus grandes que la moyenne et un peu plus belles que la moyenne. Pourquoi? Parce que l'effet de halo nous dit qu'on part du principe que si la personne est grande et belle, elle va être plus compétente dans son travail. Ce qui est un non-sens total. C'est du bullshit total, mais effet de halo. Et j'irai encore plus loin. Combien de fois dans les dessins animés, les méchants sont moches et les gentils sont beaux? À part Quasimodo, beaucoup quand même. Hein. Il y a rarement un méchant super beau gosse, à part et encore Frodo, il est quand même pas très joli dans Quasimodo. Et ça, alors ça, il y avait des théories scientifiques de l'époque qui pensaient que la beauté impactait sur la personnalité, sur la gentillesse, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais pour moi, c'est aussi l'effet de halo. On part du principe que si elle est belle, elle est gentille. Et ça, voilà. Est-ce que vous avez des exemples comme ça d'effets de halo que vous pouvez vivre au quotidien ou dont vous avez eu l'expérience? Ah, bah, exactement. Toutes les pubs fonctionnent comme ça. Et c'est pour ça que, par exemple, on va demander son avis à un sportif sur le vaccin, sur ci, sur ça. Il est sportif. Il vaut mieux interroger des scientifiques, à mon sens. Et d'ailleurs, quand on étudie un peu la science, on se rend compte que les gens, généralement, sont très compétents sur un domaine précis, et dès qu'ils te viennent un petit peu, elles sont plus compétentes du tout. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire appel aux spécialistes. Parenthèse finie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'effet de halo, il marche aussi dans l'autre sens. Si tu as une mauvaise impression d'une personne à la base, ou si elle est mauvaise dans un domaine, tu vas penser qu'elle est mauvaise dans tous les domaines. Ok? C'est l'effet de halo, mais dans l'autre sens. Ça marche aussi. Et je vous dis ça parce que si vous pensez qu'une personne, par exemple, n'est pas très sympa, et vous allez penser qu'en plus, elle est méchante, etc., etc. Ou si vous pensez qu'une personne n'est pas très belle, ou si vous, vous allez penser qu'elle est méchante et donc qu'elle mérite de se faire harceler. L'effet de halo, il fonctionne aussi dans ce sens-là. Si on va attribuer des compétences négatives à une personne, si, de fait, on a déjà un jugement négatif sur elle. Et ça, il faut avoir conscience de ça, en fait, pour briser le cercle. Moi, des fois, je suis séduit par, je sais pas, un Teddy Riner, je me dis, mais attends, mais en fait, pourquoi je pense qu'il est bon pour vendre des voitures? Et je me dis, en fait, pas du tout. Je suis victime de l'effet de halo. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Des fois, vous avez des mauvaises opinions. Est-ce qu'il y a déjà des gens, vous avez une mauvaise opinion à la base sur la personne, et après, vous avez changé d'avis? Ça arrive, mais c'est compliqué, parce qu'on a commencé à avoir une mauvaise opinion sur la personne, et une fois qu'on a un avis sur quelque chose, c'est très dur de changer d'avis, notamment à cause de l'effet de halo. Donc c'est pour ça qu'on va, généralement, les personnes qui sont harcelées, on va leur imaginer tous les torts du monde. Déjà pour justifier le harcèlement, mais aussi parce qu'on va associer plein de mauvaises idées suite à une mauvaise qualité qu'on lui attribue. Ok? Pourquoi les gens soutiennent les harceleurs, selon vous? C'est, comme je vous l'ai dit, le harceleur, lui, ce qu'il veut, c'est être au sommet de la pyramide. Nous, on veut aussi être au sommet de la pyramide, parce qu'on est des animaux sociaux. Et donc, on va rire avec le harceleur pour profiter un petit peu de son statut. Et peut-être aussi ne pas se faire harceler. C'est aussi un moyen de se protéger. Et ce qui est intéressant, c'est que même si les personnes pensent que le harcèlement c'est mal, elles vont rire quand même. Il faut bien y penser à ça. Des fois, vous voyez dans des manifestations ou sur des matchs de foot, dès qu'il y a beaucoup de monde ensemble, des fois, il y a des choses qui sont cassées. Il y a des voitures qui sont brûlées. Mais il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'aussi rationnel que ça. C'est-à-dire que la personne ne va pas se dire « on ne me verra pas, on ne saura pas que c'est moi, je peux brûler la voiture ». C'est beaucoup plus inconscient que ça, en quelque sorte. C'est un concept qu'on appelle, pareil en psychologie,
La déindividuation, c'est un mot qui est compliqué à prononcer, mais qui est hyper important. En fait, en gros, le fait d'être en groupe, ça va désinhiber. C'est-à-dire qu'on aura moins de contraintes morales pour faire des choses. En bien comme en mal. Encore une fois, là on parle des mauvais aspects du groupe, mais il y a plein de choses. Par exemple, des concerts, quand on est public à un concert d'un artiste qu'on aime bien, et qui nous demande de sauter, etc., et qu'on a un peu d'inhibition, et que grâce au groupe on va se lâcher, ça fait du bien. Voilà, on est en communion avec un groupe, ou quand on va au cinéma avec des centaines de personnes et qu'on va rire ensemble d'un même film, et ben c'est bien, c'est les effets positifs du groupe. Il y a aussi des effets négatifs, comme de chaque chose. Et la déindividuation, j'ai vraiment du mal à prononcer, c'est cette idée que voilà, ça nous déresponsabilise. Donc c'est exactement ce que tu disais, mais c'est pas forcément conscient. On va pas se dire, j'ai envie de brûler une voiture, mais maintenant je peux enfin faire. C'est poussé par le groupe, on va faire des choses. On va faire des choses. Mais ceci comprendre de savoir comment est-ce qu'on peut lutter contre. Et pour moi, déjà, la première chose à faire, c'est de prendre conscience qu'on est soumis à ça. Tout ce que je vous dis, l'effet de halo, etc., ne pensez pas que vous êtes épargné. Vous êtes exactement comme les autres, vous allez subir l'effet de halo tous les jours, vous allez subir ce concept-là si vous êtes en groupe tous les jours. Par contre, si on en a conscience, on peut se dire, attends, je sais que là, je vais faire des choses que plus tard je regretterai parce que je suis en groupe. Donc avoir conscience de ce qui nous influence, c'est un bon moyen de ne pas se faire influencer. Il y a une étude qui montre que plus une personne est persuadée, qui pense que, il y a une étude qui montre que plus une personne est persuadée de ne pas être influencée par la pub, plus elle est influencée par la pub. J'ai fait ça une fois dans une classe, j'ai dit qui pense ne pas être influencé par la pub? Ouais, moi. Ben, vous êtes des pigeons. J'exagère, je taquine, bien sûr. Pourquoi? Parce que, à mon sens, si on a conscience qu'on peut se faire influencer, on va redoubler de vigilance. Moi, je sais que si je vais dans un magasin pour acheter un téléphone, je sais que le but du vendeur, c'est de me vendre un téléphone. Voilà. Mais maintenant que j'en ai conscience, ça ne veut pas dire que je vais regarder d'un air très suspicieux, mais je sais, je vais redoubler un peu de vigilance pour moins me faire avoir. Mais si je suis persuadé dès le début que tout va bien, je vais me faire avoir. C'est Mark Twain, qui est un écrivain, qui disait « Pour arnaquer quelqu'un, il faut le voir et lui dire qu'il s'est fait arnaquer ». Très classiquement, difficulté scolaire, absentéisme. Pourquoi absentéisme? Parce qu'une personne qui se fait harceler, elle n'a pas envie d'aller à l'école, en fait. Donc, par conséquent, des fois, elle va être malade parce qu'elle ne veut pas aller à l'école. Et puis, une fois qu'on est en classe, et tu sais qu'il y a ton harceleur à côté de toi, tu as du mal à te concentrer. Donc ça, faut bien se rendre compte que les victimes, c'est vraiment des harcelés et que ça a des conséquences directes. Et puis, je repense un peu à ce que tu disais, c'est une personne qui est bonne en classe, par exemple, et qui se fait harceler, elle va dire, peut-être que je me fais harceler parce que je suis bon en classe. Et donc, elle va baisser son travail, et donc un peu s'aborder ses compétences pour moins se faire harceler. Et donc, avoir de plus mauvaises notes, etc. Tout ça, c'est des conséquences à court terme qui sont très importantes. Dans le pire des cas, et heureusement, c'est le pire des cas, comportement suicidaire ou violent, il ne faut pas oublier que c'est des choses qui s'accumulent. C'est-à-dire que si une personne est déjà mal de sa peau, peut-être parce qu'elle est un peu obèse, peut-être parce qu'elle a un handicap, ou voilà, et qu'en plus ça se fait harceler, ça s'accumule en fait. C'est une histoire d'accumulation. Donc heureusement, tout le monde ne va pas à l'acte, mais ça va forcément y contribuer. C'est pour ça que c'est très important de prévenir le harcèlement. Et à long terme, ça a aussi des conséquences. Une personne qui est harcelée toute son adolescence, ça peut être plus compliqué pour elle ensuite d'avoir des relations stables, de confiance. On a fait des études, c'est-à-dire qu'on a regardé un petit peu ce qui se passait dans le cerveau des personnes qui étaient ostracisées. Vous savez ce que ça veut dire, ostracisé? Mis à l'écart, isolé. Cette douleur-là, d'être mise à l'écart, fait aussi mal que la douleur physique. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que pendant très longtemps, on a nié la douleur mentale, du harcèlement par exemple, et de toute douleur mentale. Le cerveau perçoit ça avec la même violence. Ok? Donc, au-delà du harcèlement, qui est déjà très violent, le fait que la personne soit isolée, c'est horrible. Ce qui est très important, c'est que même la perception d'être isolé, donc par exemple, penser que les gens ne nous parlent pas, ne veulent pas nous parler, que ce soit en ligne ou en vrai, c'est aussi grave pour la personne qui le subit que d'être vraiment isolé. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une classe, il y a un harceleur et une personne harcelée, même si vous ne prenez pas parti, même si vous ne voulez pas isoler la victime, si elle le perçoit comme ça,
ça va être aussi violent que s'il était vraiment isolé. La conséquence, c'est quoi à votre avis? Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour éviter ça? En tant qu'individu, si on est témoin de cette situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ce sentiment d'isolation de la victime? Exactement. Exactement. Absolument. Il faut bien comprendre ça. Tu veux dire quelque chose? Non. Comme le sentiment d'être isolé est aussi fort que le fait d'être isolé, ça veut dire que même si vous ne voulez pas isoler la personne, le simple fait de ne pas agir, ça lui donne une impression d'isolation, le sentiment d'être isolé. Donc le fait d'être... En fait, l'idée, c'est de ne pas être passif, c'est d'être actif, c'est de se dire, ok, je vais voir la victime et je vais lui dire que je la soutiens. Même si elle ne vous l'a pas demandé. Même si vous ne voulez pas vous mettre du côté de l'agresseur, le fait d'avoir une démarche active et de dire « Ok, je viens, t'inquiète pas, je suis là, voilà, je te défends », rien que ça montrera qu'elle n'est pas ostracisée. Et donc cette violence-là, qui est proche de la violence physique, va s'amenuire. Donc voilà, l'idée c'est d'être actif, proactif. C'est un peu la leçon de toute façon de cette intervention, c'est qu'il faut être proactif contre le harceleur, avec le harcelé, surtout si on est témoin. Parce que si on agit, on secoue l'idée de pyramide sociale que le harceleur veut avoir et veut établir. Pourquoi les harceleurs voulaient harceler? Pour être au sommet, pour être vus comme des chefs. Et donc, il fallait écraser les harcelés. Et les conséquences du harcèlement sur les personnes. Et c'est pas bien. C'est des sentiments d'isolement, c'est très douloureux. Et ça peut avoir des conséquences à court, moyen et long terme. Et maintenant, la question la plus importante selon moi, c'est pourquoi est-ce que les gens ne font rien? Pourquoi dans une classe où il y a 25 élèves, il y a une personne qui harcèle en gros, ou 2 personnes, il y a 2-3 personnes qui sont harcelées, et l'immense majorité des gens sont ni harcelés ni harceleurs, mais ils ne font rien, même s'ils savent que le harcèlement, c'est pas bien. Oui. Parce qu'ils pensent que s'ils les dénoncent, ils peuvent se faire harceler. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. C'est une très bonne raison. Est-ce que vous avez d'autres idées de pourquoi est-ce que les gens qui ne sont ni harcelés ni harceleurs ne font rien? Oui. Ils ont peur qu'à leur tour, ils soient harcelés, ouais, tout à fait. Ils disent que c'est pas l'heure de réagir, ça c'est un point très important, vous allez voir. Oui. Ils ont peur des représailles. Ok, donc on est sur une logique de peur de la conséquence, où ils se disent, bah, moi, c'est pas mon problème. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui est pas joyeuse du tout. Vous allez voir, c'est assez triste, mais c'est hyper important pour comprendre un phénomène psychologique qui est incroyable, qui va vous déprimer un petit peu, mais qui est bien réel. C'est l'histoire qui a lancé le concept psychologique dont je vais vous parler après. Ça se passe aux États-Unis dans les années 60, donc on est dans un contexte culturel totalement différent. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Kitty Genovese, d'origine italienne. Encore une fois, c'est pas très joyeux, elle s'est fait agresser dans la rue, sexuellement, pendant une demi-heure. Dans une rue, avec 2 immeubles, elle a crié pendant une demi-heure. 28 personnes ont entendu. Personne n'a appelé la police. 28 personnes ont entendu pendant une demi-heure, donc c'est pas juste 2 minutes. Quelqu'un qui crie dans la rue, personne n'a appelé la police. Pourquoi, encore une fois? Est-ce que les gens sont des gros égoïstes? Un petit peu, on pourrait le penser. Mais au-delà de faire un jugement sur pourquoi les gens n'ont pas appelé la police, qu'est-ce qui fait que personne n'a agi? Qu'est-ce qui, psychologiquement, fait que personne n'a agi? Et ben, c'est ce que tu avais dit, Nour. C'est ça, ouais. Il y a quelque chose, un phénomène psychologique qui est hyper courant, qui s'appelle l'effet témoin. Donc là, juste, on voit que ce n'est pas que la Chine, puisque là, on est aux États-Unis dans les années 60, donc ce n'est pas la crainte des représailles. En plus, il suffisait d'appeler un coup de fil, même anonyme. Donc ce n'est pas l'idée de se dire « j'aurai des conséquences pour moi ». T'appelles, message anonyme. C'est l'effet témoin. L'effet témoin, plus tu sais qu'il y a des personnes qui sont témoins de la scène, moins tu vas agir. Pour faire très simplement, si tu es tout seul et que tu vois une personne qui se noie, tu vas foncer pour la sauver. Aucun souci. Si vous êtes 50
et que vous voyez qu'une personne se noie, vous n'allez pas agir. Vous n'allez pas agir parce que vous dire il y a 49 autres personnes qui peuvent agir à ma place. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait de dilution de responsabilité. C'est-à-dire que si vous êtes seul à avoir quelqu'un qui se noie, c'est de votre responsabilité de la sauver parce qu'il n'y a que vous qui pouvez agir. Si vous êtes 50, eh ben vous êtes 50 fois moins responsable de sauver cette personne. OK ? La deuxième chose, c'est de se dire, puisque personne ne bouge, peut-être que je vais avoir l'air ridicule si moi je bouge. Peut-être qu'il y a un truc que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Alors que peut-être que si tu avais été tout seul, ou si tu serais allé. Ça, c'est... Il y a aussi un truc, ça arrive des fois, malheureusement, c'est tragique, des agressions dans les TER, dans les métros, par exemple. Il n'y a que 2 personnes qui vont agresser, généralement une femme, malheureusement, et on dit, mais pourquoi est-ce que les gens n'ont rien fait? Ils étaient 20, ils étaient 30. Mais justement, parce qu'ils étaient 20 et qu'ils étaient 30, il y a eu cette dilution des responsabilités et ils n'ont pas agi. Mais ça se trouve, il n'y aurait eu que 2 autres personnes dans le tram, je suis persuadé qu'ils auraient agi. S'il n'y a que 2 personnes dans un tram et une personne qui agresse, les 2 personnes vont agir. Sauf s'ils ont des soucis de santé, etc. S'il y a 50 personnes, beaucoup plus compliqué. C'est contre-intuitif. On pourrait se dire, plus ils sont nombreux, plus ils ont des chances face aux agresseurs. Ça ne marche pas comme ça. Le cerveau ne marche pas comme ça. Le cerveau se dit, si personne n'agit, c'est bizarre. OK ? Biais de conformité, c'est pareil. C'est un peu la même chose. Puisque personne n'agit face au harcèlement, on va se dire, c'est normal, et donc on ne va pas agir. Et en fait, ce mécanisme-là, c'est ça qu'il faut enrayer. Il faut se dire, non, ce n'est pas normal. Parce que ce qu'il faut savoir un truc, c'est que l'histoire des traits, là, vous savez à quel moment est-ce que la personne qui n'est pas un complice a commencé à dire, non, mais c'est pas possible, c'est faux, c'est pas B. Vous savez à quel moment? Au moment où une seule autre personne, un autre complice, était d'accord avec elle. C'est-à-dire que sur les 10, il suffit que sur les 10, il n'y en ait que 8 qui disent que B c'est plus long et un qui dit non, moi je ne suis pas d'accord. La personne qui subit l'expérience, cette fois, va avoir le courage de dire non, mais c'est vrai, je ne suis pas d'accord. Et elle va s'opposer aux 8 autres. Il suffit d'une seule personne. De même que je pense que dans l'ascenseur, il suffit d'une seule personne qui ne suive pas la norme pour que la personne se dise non, c'est pas normal, j'arrête. Tout ça pour dire, il suffit qu'une seule personne s'oppose au harcèlement pour que les autres comprennent que c'est pas normal. Oui. Et donc, pour résumer, tout ça, ça veut dire qu'en gros, on a tendance à se conforter aux autres. Et si les autres disent que le harcèlement, c'est normal, on va se dire que le harcèlement, c'est normal. Mais si on a conscience de ça et qu'on se dit, en fait, non, c'est pas normal, mais je subis le biais de conformité et que j'essaye d'imiter les autres, on va pouvoir changer, on va pouvoir agir. Et il suffit qu'une personne agisse pour que ça change les choses. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors, bon, que peut-on faire? On a déjà vu un petit peu ce qu'on peut faire. Mais la première chose, c'est, là, on a vu plein de choses. On a vu le fait que, j'en profite, les harceleurs, ils aiment bien être au sommet de la pyramide. Et le but, c'est de les faire tomber de leur piédestal. Et pour ça, par exemple, si, au lieu de rire avec le harceleur, on dit, mais c'est complètement nul ce que tu fais, alors, on peut dire autre chose, mais déjà, ça va jouer. Et si on est plusieurs à faire ça, comme le mec, le harceleur, c'est souvent les hommes, je pense, veut bien se faire voir. En fait, le harceleur fait ça pour être bien vu des autres aussi. Mais s'il est mal vu des autres, il va arrêter de faire ça, puisqu'il fait ça pour être considéré comme le chef. Mais si on ne considère pas comme le chef, ça va arrêter. Et pour ça, il faut que les gens témoins aient le courage de dire que ce qu'il fait, c'est nul. Et ça va réduire énormément les cas de harcèlement. Ne pas subir la conformité du groupe, ne pas imiter les autres, surtout quand ce que font les autres ne vous plaît pas. Parce que ce bonhomme-là qui va dire B, il y a un truc très important dans ce genre d'expérience sociale. Généralement, la personne qui va dire que c'est B, etc., elle va avoir des démangeaisons. Dans d'autres expériences aussi, des démangeaisons. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elle a des démangeaisons en disant que le bâtonnet B, c'est le plus long alors que ce n'est pas le plus long? Parce qu'elle sait que ce n'est pas vrai. Elle sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a une autre expérience, l'expérience de Milgram, dont je vous parlerai après si vous voulez, mais qui est un peu différente de ça. En quoi la personne va obéir à des ordres alors qu'elle n'a pas envie d'obéir, et la conséquence directe, c'est qu'elle se gratte de partout. C'est le stress, parce que tu sais que quelque chose ne va pas. Moi, je pense que les personnes qui n'agissent pas contre le harcèlement, à un moment, elles ne vont pas bien parce qu'elles savent que ce n'est pas normal ce qui se passe. Elles vont rire avec le harceleur parce qu'elles veulent bien se faire voir au sein du groupe, mais elles savent au fond d'elles-mêmes, individuellement, que ce n'est pas normal. Et ça, il faut le courage de pouvoir dire que ce n'est pas normal. Ce qu'on disait, tant qu'on pense que c'est normal, tant qu'on pense que les choses sont normales, on ne va pas les changer. Si on pense que le harcèlement c'est normal, ça a toujours été là, ça sera toujours là, on ne va pas changer.
Si on se dit non, la norme, c'est pas de harcèlement, et ben on va vouloir changer pour aller vers une situation où il n'y a pas de harcèlement. Ok, très rapidement sur le harcèlement en ligne. Vous avez des questions par rapport au harcèlement en général? Est-ce qu'on a vu? Le harcèlement en ligne, vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que c'est fait en ligne. On va y passer rapidement. De toute façon, il est 10h30, donc après, on va se garder un peu de temps pour discuter. Mais donc là, on reprend les mêmes choses. 2-3 chiffres, parce que c'est important. 75% des moins de 35 ans ont vécu, donc 75% c'est les 3/4. 20% disent avoir été confrontés à une situation de cyberharcèlement. Les enfants, je crois que c'était en dessous de 12 ans de l'étude. Et les filles sont victimes de cyberharcèlement avec 51% des jeunes filles âgées de 13 ans en moyenne. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la personne qui est harcelée est aussi cyberharcelée. Donc elle n'a aucun moyen d'avoir un peu de sérénité en fait. Et ensuite, ce que je vais vous montrer après, c'est pas un truc qui a été étudié scientifiquement, mais moi, c'est un peu ma perception du harcèlement en ligne. Parce que, généralement, quand on ne se rend pas compte qu'on harcèle en ligne, on a juste envoyé un petit message, soit un petit peu méchant, mais pas très méchant, ou une petite moquerie. Ok. Est-ce que vous connaissez le supplice de la goutte d'eau? Ah, j'ai pas vu Viking. C'est quoi le supplice de la goutte d'eau? Oui, c'est un moyen de torture. C'est pour pas qu'ils s'endorment, non? Bah, une goutte d'eau, ça fait pas mal. Bah alors. Et donc, ce qui fait mal, je pense pas, mais ce qui fait mal, c'est la répétition. Une goutte d'eau, ça fait rien. 2 gouttes d'eau, ça fait rien. 1000 gouttes d'eau, ça commence à faire. 1 million de gouttes d'eau, c'est insupportable. Je n'ai jamais subi cette torture, je ne compte pas la subir. Mais en gros, je crois que j'ai l'impression que la tête va exploser, quoi. Le supplice de la goutte d'eau, c'est l'idée que ce n'est pas une petite action qui fait mal, c'est 1 milliard d'actions répétées. Pour moi, le harcèlement en ligne, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que sur Twitter, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent, et ben, une personne qui reçoit un commentaire négatif, ça va. 2 commentaires, ça va. 3 commentaires, ça commence à faire. Mais s'il y a 10 000 personnes qui la harcèlent, par exemple, je ne sais pas, une fille qui a fait une vidéo de danse, voilà, et il y a 10 000 personnes qui disent qu'elle est nulle, qu'elle est moche, etc., qu'elle est grosse, tout ce que tu veux. 10 000 personnes, c'est insupportable. Et ça pousse des gens à faire des choses horribles, notamment le suicide. Mais chaque personne qui est harcelée ne se rend pas compte de ça, parce qu'elle a juste envoyé un petit message, une petite goutte d'eau. Et donc moi, la leçon que j'en tire, c'est que quand on est sur Internet, il ne faut pas oublier qu'on n'est qu'une goutte d'eau parmi plein de gouttes d'eau. Et donc il faut essayer de ne pas rajouter une insulte, une menace, une goutte d'eau supplémentaire. N'oubliez pas que c'est l'effet de groupe qui fait mal, et que donc à votre échelle, il faut vous prévenir de rajouter votre pierre à cet édifice de harcèlement. OK ? Par exemple, il y avait une jeune fille, alors c'est un cas extrême, pas très joyeux, mais une fille qui avait demandé sur Internet est-ce que je dois me suicider parce qu'elle avait mal de sa peau, etc. Et comme il y a des milliers de trolls abrutis qui ont dit oui, 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 elle est passée à l'acte. Si une seule personne avait dit oui, elle n'aurait pas fait. Mais c'est l'accumulation des messages qui l'a poussée à bout. Donc méfiez-vous de cette accumulation. Méfiez-vous de la torture de la goutte d'eau. OK. Le problème d'Internet, c'est que c'est infini. C'est infini. C'est très compliqué de contrôler Internet. Pour plein de raisons. Si vous êtes sur TikTok, TikTok c'est chinois. Si vous êtes sur Instagram, c'est américain. Donc les lois françaises ne s'appliquent pas forcément sur ces choses-là. YouTube, c'est américain aussi. Première chose. Deuxième chose, on ne peut pas tout réguler, il y a tellement de choses sur Internet. Une des solutions, et voilà, donc la loi ne suffit pas du tout. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer ce qu'on appelle des safe space, c'est-à-dire qu'en gros, dans un forum, on dit bah là, le harcèlement est interdit. Le problème, c'est qu'en fait, il ne peut pas naturellement être interdit. On ne peut pas naturellement s'imaginer que les gens sont tous gentils et bienveillants. La seule solution, et moi,
fait de la peine, j'aurais préféré que naturellement ce soit comme ça, c'est qu'il y ait des personnes qui soient des leaders, des personnes qui soient des, comment on appelle ça, des administrateurs, des admins, qui disent, non seulement ça passe pas, mais à la première blague, vous dégagez. Vous dégagez. Moi, je gère un Discord, faut pas tenter de négocier, de dire, etc., non mais ça va, il va arrêter, etc., il faut virer direct, même si on a un peu trop. L'intérêt de ça, c'est que déjà, ça montre un exemple pour les autres, et ça rend un endroit super safe pour des personnes qui peuvent se sentir victimes de discrimination. Et surtout, comme elles savent qu'il y a cette action hyper proactive contre le harcèlement, elles se sentent mieux dans cet endroit-là, et donc vont pouvoir s'exprimer librement. Donc une des solutions, c'est d'être intransigeant avec tout ce qui peut s'apparenter à du harcèlement. Il vaut mieux, peut-être, même pousser le curseur trop d'un côté que de l'autre. Voilà. Et un autre échelle à nous, pas en tant qu'administrateur, il ne faut pas rajouter de l'eau au moulin, quoi. Il faut avoir conscience que nos actions ont un poids. Même si c'est qu'une goutte d'eau, ça a un poids, il faut arrêter, il faut être responsable par rapport à ça. Et prendre la défense des harcelés, parce que ça permet de faire en sorte qu'elles soient moins isolées, et défoncer les harceleurs, pour montrer que ce n'est pas des chefs, c'est juste des abrutis s'ils font ça. Je pense qu'on arrive à la fin.